Bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, et que c'est calme à l'intérieur. Je vous souhaite en tout cas que ça soit calme. C'est un truc d'ailleurs que je vous souhaite assez régulièrement, parce que vivre l'agitation à l'intérieur, que ça soit dans le mental ou dans le corps, c'est jamais très agréable. Et c'est pour ça que beaucoup des vidéos que je fais traitent de sujets connexes à vivre la paix en soi, le calme intérieur, la sérénité, la confiance. Et pour ne pas déroger à cette habitude, aujourd'hui je vais parler de vivre la colère, ou peut-être vivre sans colère. J'aborde régulièrement le sujet des émotions. Je sais, je dis toujours un petit peu la même chose de façon différente, mais le fond est le même, puisque ce qui nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes, avec le monde et avec autrui, c'est toujours un petit peu les mêmes trucs. Et je parle souvent des émotions, non pas pour dire que il faudrait vivre sans émotions, mais simplement pour dire que les émotions sont des indicateurs, et que nous n'avons pas à les subir, mais simplement à les vivre comme un indicateur de comment nous sommes en train de vivre une situation, comment nous sommes en train de percevoir une relation, comment le corps et le mental sont en train de réagir à ce qui se passe. Et si nous vivons les émotions de la sorte, alors elles trouvent leur juste place et nous permettent de rester en paix avec nous-mêmes, avec autrui et avec le monde. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, je vais parler de la colère. La saine colère. Saine colère car c'est ok d'être en colère. Parfois, ça permet de résoudre des situations. Ça permet d'avancer, de se mettre en mouvement. Ça permet de se tirer d'un mauvais pas ou de définir les limites, nos limites, celles qui ne peuvent pas être franchies, celles qui nous permettent, entre autres, de nous respecter. Non pas d'être respectés par autrui, mais de nous respecter nous-mêmes. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Mais sinon, en dehors de ces quelques situations et de quelques autres, nous subissons souvent la colère. Et, ok, effectivement, il y a tellement de raisons d'être en colère, que ça soit des raisons complètement extérieures à nous, type les conflits dans le monde, les injustices, je reviendrai là-dessus aussi dans quelques instants, la politique, tellement de raisons d'être en colère. Et puis dans les relations, dans la famille, dans les relations amicales ou pas amicales, dans le quotidien, tellement de raisons d'être en colère. Et puis dans le boulot, tellement de raisons d'être en colère, tout le temps. Alors on peut vivre en colère tout le temps. Parmi les personnes que j'accompagne, certaines étaient en colère tout le temps. Je mets ça au passé, parce qu'évidemment, à force de travail à comprendre d'où venait leur colère et comment la laisser se dissoudre, ces personnes ne vivent plus la colère en permanence. Mais je conçois tellement et totalement qu'on puisse vivre en colère en permanence. Alors certains font bonne figure, c'est-à-dire que la colère gronde à l'intérieur d'eux, mais ils manifestent autre chose. Ils se montrent ouverts, aimables et cachent leur colère. Mais la colère est là. Elle les ronge au quotidien. Tellement inconfortable à vivre au quotidien. Et puis évidemment, ne doutons pas qu'à moyen terme et à long terme, ça va créer des désordres à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire des désordres relationnels, parce que les couches s'accumulent, les couches de colère, les couches de rancœur, les non-dits, bref, le passif s'étoffe. Et donc ça entache la relation. Et à force d'être dans des relations entachées, on en vient à se fermer. Et puis évidemment, tant de colère accumulée en soi, à un moment il va falloir que ça s'exprime. Et là c'est l'accident, la maladie, le truc pas cool à vivre, qui peut se manifester sous tellement de formes différentes. Bref, il n'y a que des raisons d'être en colère au quotidien, et en même temps que des raisons de ne pas vivre la colère au quotidien. Et ne doutez pas un seul instant qu'en dehors des saines colères que j'évoquais, toutes les autres colères, en fait, elles sont pas justes.
Elles sont un indicateur, certes, mais elles ne sont pas juste à vivre au quotidien. D'ailleurs, la plupart de nos colères prennent source en quelque chose que nous ne voyons généralement pas. En fait, la situation, ou la relation, ou la réflexion n'est qu'un déclencheur à la colère. Mais la colère, elle nous appartient. Vraiment, elle est à nous. Par exemple, dans une relation, quand quelqu'un nous dit quelque chose ou fait quelque chose qui nous met en colère, il nous met en colère, il ou elle nous met en colère. Mais c'est nous qui sommes en colère. Nous sommes responsables de notre colère. Je m'explique. Chacun est dans son monde. Chacun est le centre de son monde. Ça mériterait que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Mais nous voyons tous le monde à partir de nous-mêmes. Nous sommes chacun le centre du monde, le centre de notre existence. Alors d'une part parce qu'on a été éduqué comme ça, l'enfant est le centre de l'attention de ses parents, mais aussi parce que notre ego ne voit le monde qu'à travers son propre regard. Il ne le voit pas à travers un regard empathique qui s'abstrait de sa petite personne pour prendre en compte la complexité du monde. La découverte de l'alter, de l'autre, c'est un processus dans l'évolution cognitive, un processus d'évolution psychologique qui vient assez tardivement. Alors, chez certains, il vient pas du tout, jamais. Mais dans le processus éducationnel de maturation psychologique, ça vient assez tardivement. C'est la compréhension que nous ne sommes pas le centre du monde et que nous ne sommes qu'une partie d'une foultitude d'interactions complexes. Comprendre que l'autre a autant de valeur que nous-mêmes, même si en premier lieu il tient de satisfaire nos propres besoins. Dans l'harmonie complexe du monde, chacun a la même valeur. Et il n'y a pas de centre du monde, il n'y a que des points de vue différents. Mais notre point de vue ne vaut pas mieux qu'un autre. Il diffère, c'est tout. Voilà, mais je vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que c'est un sujet qui mériterait d'être traité indépendamment, ce que je ferai probablement un jour. Mais j'évoque ce sujet juste pour dire que chacun est dans son histoire. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose ou fait quelque chose qui vous met en colère, c'est vous qui êtes en colère. Peut-être même que l'autre a dit ou fait quelque chose volontairement pour vous mettre en colère. Mais votre colère vous appartient. L'autre, il est toujours dans son histoire. Et ce qu'il dit et ce qu'il fait lui appartiennent. Ça ne concerne que lui. C'est un truc que j'ai déjà évoqué, mais c'est tellement important. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, t'es qu'un con, t'es nul, ou t'es méchant, ou même quand il vous dit tu es belle ou je t'apprécie, ça ne regarde que lui. C'est pas une vérité. Ce n'est qu'un avis. Et un avis qui n'est fondé sur rien, ou sur sa propre appréciation. Appréciation de cette personne qui est tronquée et qui est teintée d'illusion et d'ignorance. Parce que chacun, nous n'avons qu'une faible connaissance, une connaissance partielle, de la vie de l'autre. On n'a déjà qu'une connaissance partielle de notre propre vie, alors vous imaginez que pour la vie de l'autre, et même quand il s'agit de proches, d'amis très proches ou de parents, nous n'avons qu'une vision erronée de ce qu'est l'autre. D'abord parce que notre vision subit notre prisme, notre orientation, nos propres conformations, nos propres façons de percevoir les choses, teintées de notre éducation, de notre vision du monde, de notre formatage, de tellement de choses qui font que quand nous regardons quelque chose, ce regard est nécessairement biaisé. Il est nécessairement teinté de jugements et de plein de choses qui déforment la réalité. Et la réciproque est vraie. Quand l'autre vous regarde, il vous regarde à travers son propre prisme. Quand il vous juge ou quand il vous fait quelque chose qui vous met en colère ou dit quelque chose qui vous met en colère, il vous considère et agit ou parle en fonction de sa propre perception, qui est totalement biaisée, qui n'est pas la réalité.
Donc quand quelqu'un vous dit, ou par exemple quand quelqu'un me dit non mais en fait ce que tu racontes c'est de la merde, t'as tes idées mais c'est du flan, t'es pas dans le vrai. Ok, c'est sa façon de voir les choses. Ça ne me met pas en colère un seul instant. Chacun a sa façon de juger l'autre. Et quand bien même cette personne cherchera à me faire du mal, il n'y a pas de raison que je me mette en colère pour autant. C'est son histoire à lui. S'il cherche à me faire du mal, ça part de son histoire à lui, de sa souffrance à lui, et de son besoin d'exprimer d'une façon ou d'une autre. Le but ultime de cette expression étant de vouloir recevoir de l'amour. Alors je suis d'accord, la stratégie est bien pourrie. En insultant quelqu'un, c'est rare que l'on trouve son amour, sauf chez des êtres à la compassion infinie. Mais ils sont pas nombreux dans ce cas-là. Mais ne doutez pas un seul instant que quelqu'un qui agresse, qui vous agresse, qui agresse une autre personne, ça part de sa propre souffrance. C'est jamais contre vous ou contre cette autre personne. Donc pourquoi se mettre en colère pour une histoire qui ne nous concerne pas? La souffrance de l'autre, en dehors de l'empathie que l'on peut avoir pour cette personne, ne nous concerne pas. Et si elle veut nous la faire porter, nous la mettre sur le dos, alors là, on est libre de choisir. Soit j'accepte, et je me mets en colère, et donc je prends une partie de sa souffrance, qui devient ma souffrance, et qui me fait souffrir. Soit je refuse. Ok, c'est son histoire, ça ne me regarde pas. Il pense ça, ok. Et généralement, quand on accepte cette colère, quand on la prend pour soi, ça parle peut-être de quelque part d'un manque de confiance en soi. Il me dit que je suis un con. Eh bien, si j'ai pas la profonde certitude que je ne suis pas un con, si je ne nourris pas assez d'amour pour moi-même, pour savoir que même si je suis un con, ça n'a aucune importance, je suis ce que je suis, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que je m'aime tel que je suis. Et je corresponds pas à un idéal. Je corresponds pas à un idéal d'intelligence. J'ai le niveau d'intelligence que j'ai, avec mes propres limitations. Et c'est ok. L'idéal n'existe pas. L'idéal est une illusion. Et je peux m'aimer, même si j'ai un niveau d'intelligence pas extraordinaire. Même si je suis un con, je peux m'aimer. J'ai le droit d'être un con. Je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux. Chacun fait de son mieux. Et en faisant de notre mieux, parfois on est des cons. Bon, c'est ok. Donc si je m'aime, alors la confiance naît. La confiance en soi. Et je me respecte. Parce que ça parle beaucoup de respect aussi. Si quelqu'un me manque de respect, et que ça me met en colère, qu'est-ce que ça dit en fait? Ça dit simplement que je ne me respecte pas moi-même. Et que du coup, l'autre vient déclencher ce manque de respect que j'ai envers moi-même. Et donc, quelque part aussi, ce manque d'amour que j'ai envers moi-même. Parce que si je me respecte, alors je définis mes propres limites. Et quand l'autre me manque de respect, d'une part, je sais que ça lui appartient, que c'est son histoire, que c'est sa façon à lui d'exprimer sa propre souffrance, sa façon à lui de chercher à être reconnu, sa façon à lui de chercher à être respecté, sa façon à lui, quelque part, qui montre qu'il ne s'aime pas non plus. Donc si moi je me respecte, je me rends compte de tout ça, et donc le manque de respect, entre guillemets, de l'autre envers moi, ne me touche pas. Il y a juste de l'empathie, de la compassion qui naît en moi, vers cette personne qui souffre tellement qu'elle est obligée d'essayer d'empiéter sur le territoire des autres, soit en les insultant, soit en leur faisant du mal, soit en leur manquant de respect, pour se sentir exister, pour soulager sa propre souffrance, pour compenser le manque d'amour qu'elle a envers elle-même. Mais dans tous les cas, ça parle pas de moi, ça ne me concerne pas, même si je suis le sujet de son manque de respect. Ça me concerne tellement pas. Voilà une bonne raison de ne pas se mettre en colère. Et évidemment, quand la colère monte, elle est là.
Que faire? C'est hyper simple. Il suffit de ne pas se mettre en colère. C'est-à-dire de ne pas être dans le processus action-réaction. L'autre dit ou fait quelque chose, et hop, je réagis tout de suite, sans réfléchir, sans prendre un temps de recul, ou faire un pas de recul, sans me centrer. En gros, l'autre m'attire dans un piège, et je tombe dedans, je fonce dedans. Et là, évidemment, on va vivre la colère, et puis action, réaction, réaction, action, et ainsi de suite. La colère monte, le temps monte, les échauffourées sont proches, c'est la guerre. Ouais, ça marche comme ça. Donc comment faire pour ne pas se mettre en colère quand quelqu'un nous insulte, nous fait du mal, ou nous manque de respect? Prendre un petit temps, juste un tout petit temps. Ce petit temps, ça peut être 3 respirations et un centrage. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Parce que prendre contact avec la respiration, ça se fait pas juste au hasard. Enfin, c'est une petite technique que je vous livrerai dans quelques instants. Prendre un petit peu de recul, se centrer. Et là, on a le choix. Choisir de s'embarquer dans la colère ou pas. Une fois qu'on est conscient que cette colère ne nous appartient pas, que c'est juste un indicateur de comment on est en train de vivre le truc, que c'est juste une réaction, et quand je dis un indicateur de comment on est en train de vivre le truc, c'est un indicateur de « ok, ça me met en colère, pourquoi ?» Non pas parce que l'autre me manque de respect, m'insulte ou me fait du mal, mais simplement parce que ça vient titiller le manque d'amour-propre, d'estime de moi, le manque de respect que j'ai envers moi-même. Ça ne dit que ça. Et si j'en suis conscient, même si je ne suis pas encore capable de me donner de l'amour ou de me respecter, ça me permet quand même de ne pas vivre la colère, de me laisser la possibilité de choisir. Et le choix, il est simple. Est-ce que je veux me faire vivre ça maintenant? Est-ce que je veux vivre dans la colère? Si la réponse est oui, c'est ok. On se met en colère, et on laisse monter le truc, qui est la chaîne action-réaction, et on laisse la situation s'envenimer, ou alors on intériorise la colère, on la prend sur soi, on en fait une nouvelle petite couche de sédiments de colère à l'intérieur de soi, jusqu'à ce que les sédiments soient trop lourds à porter, qu'on s'effondre, et que ça soit l'accident grave, la maladie, ou alors qu'on explose, ou qu'on implose. Mais on a le choix. Et en même temps, on a aussi le choix de se dire « Ok, j'ai pas du tout envie de vivre de la colère maintenant. Je sais que ce que il, elle, a dit ou fait ne me concerne pas, ça le concerne lui, c'est son histoire, même si je suis l'objet de cette histoire, même si je suis l'objet de ce qu'il a dit ou fait. C'est son histoire, pas la mienne. Je vais pas me mettre en colère pour ça. » Et encore une fois, il y a des colères qui sont saines, qui nous permettent de nous mettre en mouvement. Mais c'est une fraction des colères qu'on vit au quotidien. C'est une fois de temps en temps que la colère est saine. Ça permet de poser les limites quand quelqu'un vient empiéter sur vos limites et que c'est dangereux pour votre survie, ou votre équilibre, ou l'harmonie que vous vivez. Et là, c'est juste un stop qu'on l'on pose. Mais un stop qui part d'un élan de colère, mais sans colère. Un stop affirmé. Non, c'est pas ok ce que tu me dis là. Non, c'est pas ok ce que tu fais là. Et à nouveau, on a le choix. On n'est pas obligé de maintenir une relation avec quelqu'un qui nous fait du mal ou nous veut du mal. Alors ultimement, c'est chouette d'être capable de maintenir la relation dans tous les cas. Mais de maintenir la relation sans prendre sur soi. Juste en définissant ses limites. Ce que tu viens de faire ou de dire n'est pas ok pour moi. J'aimerais comprendre pourquoi tu me dis ça ou pourquoi tu me fais ça. Et là, vous pouvez être sûr que la personne va en remettre une couche. Si vous lui demandez, si vous lui dites que vous êtes en train de chercher à comprendre, « Ah ouais, mais c'est parce que t'as dit ça, et puis t'as fait ça, et puis t'es comme ci, et puis t'es comme ça, blablabla. » Il va remettre une couche. À nouveau, j'ai le choix. Soit j'ai compris que tout ce qu'il me dit, en fait, ça me concerne pas, c'est juste sa vision des choses, et que ça part de sa propre souffrance
de son propre manque d'amour-propre et d'estime de lui-même, de sa propre insécurité émotionnelle, soit je prends ça pour moi et je m'embarque dans le truc. Mais voilà, si j'ai conscience que ça ne me regarde pas, alors je peux poursuivre le débat plus loin. Alors tu me dis que je t'ai dit ça, que je t'ai fait ça, et en fait, ça t'a fait du mal, c'est ça? Tu l'as vécu, c'était pas ok pour toi? Et là, je suis en train de mettre de l'empathie dans la relation, de m'intéresser à ce que vit l'autre. Non pas pour ce qu'il me remet sur les épaules, mais pour ce qu'il est réellement en train de vivre au fond de lui. Et ça va créer une ouverture. Alors peut-être qu'il va falloir insister un petit peu, prendre des chemins détournés. Peut-être qu'il faudra attendre, parce que le moment n'est peut-être pas propice à la conversation. Mais vous pouvez être sûr que, en ayant cette démarche-là, vous êtes dans une démarche d'empathie réelle, et que cette empathie, elle va résonner, non pas au niveau de l'intellect de l'autre, mais de façon subtile, auprès de son être, dans son cœur, et que ça va ouvrir quelque chose, et que ça va permettre de maintenir la relation. Même si au final, vous ne tombez pas d'accord. Être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, c'est déjà un mode de relation. Et puis vous me direz, il y a aussi des relations auxquelles il est difficile de mettre fin. Par exemple, les relations familiales, les relations avec ses parents ou avec ses enfants. C'est pas ok de mettre fin à la relation avec ses parents. C'est une façon de fuir, c'est une façon d'éviter d'investiguer en nous pourquoi on n'est pas ok avec nos parents. Parce que si on n'est pas ok avec nos parents, c'est pas parce qu'ils ont dit ça ou ci, qu'ils ont fait ci ou ça, même s'ils nous ont battus pendant notre enfance. C'est simplement comment nous vivons les choses. Et comment nous restons dans la posture de l'enfant ou pas. À quel moment nous devenons responsables de ce que nous vivons. À quel moment nous devenons responsables de comment nous nourrissons une relation, même avec nos parents. Après, c'est ok de mettre fin à la relation avec les parents, une fois que cette relation est parfaitement apaisée, une fois qu'on est parfaitement au clair et qu'on a guéri toutes les blessures qui sont en nous, issues de notre éducation, de notre enfance, de notre relation aux parents. Et une autre relation à laquelle il n'est pas souhaitable de mettre fin, c'est la relation avec ses enfants. Quand nos enfants nous parlent mal, font ce qu'ils veulent, n'écoutent pas ce qu'on leur dit, quand ils semblent nous manquer de respect, ça parle d'eux, ça parle pas de nous, parents. C'est eux qui cherchent les limites extérieures et les limites intérieures. Les limites extérieures, parce que c'est le principe de l'enfant, il explore et à un moment, il faut lui donner le cadre limite à l'exploration. Cadre limite parce que il peut en aller soit de sa mise en danger, s'il dépasse le cadre, ou il peut en aller de sa mise en danger donc physique ou relationnelle, émotionnelle. Laisser un enfant mal parler aux autres enfants ou aux adultes, c'est le laisser se mettre en danger. Mettre en danger, par la suite, sa capacité à être en relation avec autrui. Et ça, c'est une vraie mise en danger, puisqu'on a tous besoin d'être en relation les uns avec les autres. Et que si on n'est pas capable d'un mode de relation sain à autrui, ça va nous poser des problèmes dans la vie. Bon, ok, ça peut nous poser des problèmes dans la vie, bon, on pourrait l'accepter. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça parle aussi, finalement, d'une recherche intérieure, d'un problème relationnel avec soi-même. Ouais, un problème relationnel avec soi-même. Ce que je projette sur autrui, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Toujours. Ce que je reproche à autrui, c'est ce que je me reproche à moi-même. Donc l'enfant qui manque de respect à ses parents, qui leur parle mal, ou qui fait ce qu'il veut, c'est l'enfant qui se cherche. Alors comme nous sommes les adultes, nous sommes bienveillants, et en même temps nous sommes fermes. Fermes parce que nous nous respectons nous-mêmes, parce que nous avons de l'amour pour nous-mêmes, de l'estime de nous-mêmes, de la confiance en notre façon d'être, en qui nous sommes, en ce que nous manifestons au monde, et nous avons aussi la pleine confiance en notre potentiel à transmettre ces valeurs à un enfant.
et à essayer, en faisant de notre mieux, de lui donner le cadre qui va lui permettre de cheminer vers l'estime de lui-même, la confiance en lui et l'amour pour lui-même. Parce que c'est ça qui lui fait défaut, enfant ou adolescent. Il cherche, comme il cherche les repères extérieurs, auxquels nous allons donner un cadre, il cherche les repères intérieurs, pour lesquels nous allons lui donner des pistes de réflexion et un cadre. Dans la nature, il n'y a aucun animal qui ne cadre pas ses enfants. En tout cas, aucun animal à ma connaissance. Je n'ai pas étudié toute l'étiologie animale, mais c'est un pléonasme, étiologie animale. Bon. Mais le comportementalisme animalier montre bien que l'adulte donne un cadre à l'enfant. L'enfant joue, à un moment le jeu devient violent, le parent intervient, parce qu'il s'agit de la sécurité et de l'épanouissement du petit. Nous, c'est pareil. Mais dans le sujet central de cette vidéo, puisque je veux pas parler d'éducation des enfants, je veux juste parler de comment nous vivons le truc. Parce que, à force qu'un enfant vienne nous challenger exactement là où nous sommes faibles, à force que l'enfant nous dise des trucs déplaisants, nous fasse des remarques désagréables, nous manque de respect, ou fasse exactement le contraire de ce qu'on lui demande de faire, il y a de quoi se mettre en colère. Mais c'est là qu'on a le choix. Si nous savons que l'enfant est en train de chercher ses limites, que ce qu'il dit ou fait ne nous concerne pas, ça le concerne lui dans son histoire, alors nous pouvons prendre du recul et notre rôle de parent bienveillant qui apporte un cadre et des connaissances et des pistes de développement à l'enfant. Et je dis des pistes de développement parce que, évidemment, l'enfant est déjà un être parfaitement éveillé et que nous n'avons que des pistes à lui donner pour qu'il chemine vers son propre éveil. Il ne s'agit pas d'en faire une copie conforme de qui nous sommes. Et là, je parle à nouveau d'éducation. Laisse tomber ça. C'est pas le sujet. Voilà. En résumé, tout ce que fait l'autre, parents, amis, autrui, patron, collègue, manager, chef, employé, simple relation, simple connaissance, personne que l'on ne connaît absolument pas, personne qui nous agresse. Tout ce qu'il fait, tout ce que ces personnes font, à notre endroit, ne les concerne qu'elles. Ouais, ça les concerne qu'elles. Ça ne me concerne pas, moi. Ça ne vous concerne pas, vous. Donc, sachant cela, j'ai le choix de décider si je vis la situation avec de la colère ou pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre de la colère? Là, maintenant, tout de suite, est-ce qu'elle va m'aider à faire avancer cette situation? Est-ce qu'elle va me permettre de vivre la situation mieux? C'est pas souvent que la colère permet de vivre une situation mieux qu'elle n'est. En revanche, j'ai le choix de ne pas sombrer dans la colère. Et là, éventuellement, c'est même fort probable, de vivre la situation de façon apaisée et du coup d'être plus lucide, de faire preuve de plus de discernement quant aux choses à dire ou aux actions à mener dans la situation donnée. Et vous voyez que tout ça, ça parle beaucoup aussi de lâcher prise. C'est un petit peu la suite de la vidéo précédente dans laquelle je parlais de lâcher le mental. Là, on est dans une nouvelle forme de lâcher prise. Lâcher prise avec l'autre qui m'agresse. Lâcher prise avec la croyance que ce que dit l'autre ou fait l'autre me concerne. Ça ne concerne que lui. Dans tous les cas, 100% des cas. Jamais vous ne trouverez un exemple dans lequel ce que fait autrui, même contre vous, vous concerne. C'est son histoire à lui. Ça parle de sa vision des choses, de son expérience, de ce qu'il vit à l'intérieur de lui, de ses propres pensées, de sa propre construction, de son propre manque d'amour-propre pour lui, de son propre manque de sécurité en lui, de son propre manque d'estime de lui-même. Ça parle jamais de vous. Jamais. Et a fortiori, je vous disais en début de vidéo qu'il y avait des trucs qui nous mettaient en colère, genre la politique, genre les conflits dans le monde. Ça nous concerne tellement pas. Ça ne nous concerne pas. Il y aura toujours des conflits.
Il y aura toujours des injustices. Je reviens là-dessus dans quelques instants, promis. Il y aura toujours plein de sujets d'exaspération. Ça ne nous concerne pas. Et même quand ça nous concerne directement, quand on est victime, entre guillemets, d'une politique ou d'un conflit, ça ne nous concerne pas. C'est pas contre nous. C'est un état de fait. C'est ce qui est. Les choses sont comme elles sont. On maîtrise strictement rien. On maîtrise rien. On maîtrise pas quand on est, on maîtrise pas quand on meurt. On maîtrise pas la plupart des choses que l'on fait. On maîtrise pas notre vie, on maîtrise pas notre destin. On maîtrise rien. Ça parle aussi de lâcher prise. Lâcher prise avec la croyance que l'on maîtrise quoi que ce soit. On maîtrise rien. La preuve, on maîtrise même pas comment on réagit. On se met en colère alors que ça nous concerne pas. On maîtrise rien. Donc ça nous regarde pas. Les conflits dans le monde, on peut se sentir concerné, évidemment, c'est pas la même chose. Quand je dis ça ne nous regarde pas, c'est que nous n'y pouvons rien. Il y aura toujours des conflits. Peut-être, toujours, j'en sais rien. En tout cas, ça a toujours été comme ça. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, là, c'est comme ça, en ce moment. Il y a des conflits, il y a de la malveillance, de la méchanceté, il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la beauté. Il y a tout ça. On n'y peut strictement rien. Ça fait partie de l'infinie complexité du monde. N'y pouvons rien. Pourquoi se mettre en colère? C'est une colère parfaitement inutile. Elle nous fait souffrir. Elle ne fait que créer de la souffrance. Donc, sur un plan subtil, ajouter de la souffrance à la souffrance. Est-ce que c'est ça qu'on veut se faire vivre? Est-ce que c'est ça que l'on veut incarner? Est-ce que c'est ça que l'on veut rayonner? C'est un choix. Et quand on vit quelque chose comme une injustice, et là en ce moment il y a tellement de choses à l'extérieur, vraiment globalement, dans la politique, les conflits, qui peuvent être vécus comme des injustices, et qui sont de fait pas justes. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc est-ce que je veux me faire souffrir pour un truc sur lequel je ne peux pas agir? Est-ce que je veux me mettre en colère sur quelque chose sur lequel je ne peux pas agir? Est-ce que cette colère va permettre de changer quoi que ce soit ou pas? Et même si elle me permet de me mettre en mouvement dans une action militante pour éventuellement essayer de changer quelque chose, ça va coûter tellement d'énergie, ça va créer tellement de souffrance pour un résultat, quelque chose qui ne me concerne pas. Pourquoi pas? C'est un choix. Un choix qui mérite d'être fait en conscience de pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on fait les choses pour résoudre une injustice extérieure ou est-ce qu'on les fait parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui est pas ok en nous, une blessure qui est pas soignée, une façon de voir les choses qui n'est pas juste. Et ouais, tout ce qu'on manifeste vers l'extérieur, ça part de quelque chose qui est à l'intérieur. J'en aborde beaucoup des sujets aujourd'hui. Et même quand l'injustice vous touche, ou touche un de vos proches, l'infinie complexité du monde fait que l'injustice n'existe pas en soi. C'est une représentation mentale. Il n'y a pas une volonté quelque part, un dieu, un univers, un complot, ce que vous voulez. Il n'y a pas une volonté quelque part qui va créer l'injustice. Alors, ouais, sauf dans le cadre d'une décision de justice qui semblerait pas juste. C'est une injustice, là, pour le coup. Mais sinon, dans la vie, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a que des choses qu'on maîtrise pas, sur lesquelles on peut rien faire et qui sont telles qu'elles sont. C'est la conséquence de la loi de cause à effet. Il y a une série de causes qui entraînent une série d'effets dans un tissu extrêmement complexe et intriqué et qui donne à un moment donné une situation donnée que l'on peut voir, juger comme une injustice. Mais il n'y a pas une volonté d'injustice derrière. Il n'y a que des êtres empêtrés dans leur souffrance qui font ce qu'ils peuvent. Et ce qu'ils peuvent, c'est pas toujours satisfaisant. Mais c'est comme ça. Et se mettre en colère pour ça, là non plus, ça résout pas le problème. Momentanément, ça peut nous permettre à nouveau de nous mettre en mouvement et d'œuvrer pour changer l'état d'une situation. Quand ça nous touche directement ou quand ça touche un proche, c'est important. Important d'œuvrer pour aller vers ce qui nous semble juste.
Mais tout ce que je veux dire là, c'est que vivre une situation comme une injustice, c'est se créer de la souffrance en nous pour rien. Ouais. Pour rien. Se dire c'est une injustice, je vais œuvrer pour rendre la situation juste, c'est ok. Se dire c'est une injustice et créer de la souffrance en soi, notamment créer de la colère, se mettre en colère parce que c'est pas juste, ça sert à rien. Donc là, à nouveau, petit temps de recul, j'apprécie la situation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une succession de causes et d'effets qui me dépassent complètement et sur laquelle je ne peux pas agir à la base des causes qui ont créé tous ces effets. Et partant d'une situation donnée, la seule chose pertinente, c'est comment j'agis maintenant. Et si j'agis à partir de la colère, vous connaissez le proverbe, ou l'adage, la colère est mauvaise conseillère. Il est probable que si j'agis à partir de la colère, je ne mène pas les bonnes actions. Si j'agis à partir de l'amour que j'ai pour moi et de l'amour que j'ai pour autrui, là, je risque de faire les bons choix. Et probablement, je vais pouvoir déployer des ressources et une puissance me permettant d'œuvrer de façon satisfaisante. La colère nous prive de notre puissance. Elle nous enferme, elle nous limite. L'amour nous donne des ressources illimitées. La colère crée la mort. L'amour crée la vie. À votre avis, des deux, lequel a le plus de puissance pour faire émerger quelque chose de satisfaisant? Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de la question. J'ai sûrement encore oublié plein de trucs. À chaque fois, j'oublie plein de trucs. Mais c'est des sujets tellement complexes et tellement profonds. S'il y a vraiment qu'une chose à retenir, deux, c'est qu'on a toujours le choix de vivre la colère ou pas. Et que tout ce qui existe dans le monde et tout ce que fait autrui ou dit autrui, même si nous en sommes le centre, même si nous en sommes le sujet, ne nous concerne jamais. Ça ne nous concerne pas. Allez, dernier petit truc. Comment se laisser la liberté de choisir? Comment ne pas sombrer dans la colère? Vous parlez d'un petit contact avec la respiration. En préambule, à prendre conscience de ce qui est pour pouvoir choisir. Ce petit contact à la respiration, en gros, il suffit pas de respirer. Et le petit truc que je vous propose, qui lui marchera, c'est de fermer les yeux pour 3 respirations et d'observer la poitrine se gonfler, se dégonfler quand vous respirez. Rien que ça. Rien que ça va permettre en 3 respirations de prendre un petit peu de recul, de revenir à vous-même. Et du coup, de vous donner l'espace nécessaire qui va vous permettre de choisir si vous voulez vous mettre en colère ou pas. On ferme les yeux. Une respiration en observant la poitrine. Une deuxième respiration. Et une troisième. C'est un début. Après, pour que ce type de petit truc soit encore plus efficace, évidemment, je vous invite à méditer tous les jours. Méditer à la fois pour, faire le tour du sujet que nous venons d'aborder, en disséquer, en explorer tous les aspects, pour être bien convaincu que ce que dit autrui ne vous concerne jamais, et ce qui se passe dans le monde ne vous concerne en aucun cas. Et puis méditer pour approfondir le contact avec soi, avec la respiration, avec les sensations, avec qui nous sommes, et ultimement pour laisser s'exprimer votre sagesse intérieure, mais aussi pour retrouver la possibilité de vous donner de l'amour, retrouver la confiance en vous, l'estime de vous-même, tout ça. Et pour tout ça, il y a des techniques de méditation. J'en propose quelques-unes sur mon site internet et je vous invite à les essayer. C'est tellement bénéfique. Les bénéfices sont tellement nombreux, incommensurables, tellement importants dans nos vies. Ça change tellement notre façon de vivre au quotidien et de voir le monde
et de nous voir nous-mêmes, que ça serait dommage d'en faire l'économie. Ouais, je dis ça, je dis rien. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre, ou que ça résonne en vous, que ça vous donne un éclairage ou une piste de réflexion. Dans tous les cas, je reste convaincu que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour faire face aux différentes situations que vous rencontrez dans la vie. Et que ces ressources, vous pouvez les contacter. Peut-être que simplement vous ne savez pas toujours comment les contacter. On en est tous de là. Donc j'espère que ce que je vous partage, ça vous permet d'aller contacter en vous ce qui vous permet de vivre avec le plus de sérénité possible et avec le plus de ressources et d'outils adaptés à faire face, à résoudre, à dépasser les challenges que vous rencontrez. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour un nouveau sujet connexe à vivre la paix en soi, la rayonner, et éventuellement créer la paix dans le monde. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!